cette semaine, on parle d'un sujet qui m'a un peu pris au dépourvu, c'est-à-dire c'est pas une réflexion que j'avais en ce moment, mais je suis tombé sur un article de Jonathan Frickert, ou Frickert, je ne sais pas exactement comment il faut prononcer son nom exactement, fait que je veux pas scraper son nom plus que je l'ai déjà fait, mais il y a un blog qui s'appelle elyséologie.wordpress.com. C'est qui Jonathan Frickert? C'est un gars qui est né dans les années 90, en 1990 pour être plus précisément, la même année que moi, plus précis, c'est-à-dire la même année que moi. Il dit sur son blog: j'ai fait des études à l'Université de Haute-Alsace, je suis titulaire d'une maîtrise, j'occupe des études de droit, j'occupe aujourd'hui des fonctions de juriste et de parajuriste, notamment pour le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice, où j'ai fait la moitié de ma carrière. Et là, il explique en gros que c'est un passionné de politique. Il est devenu, à un moment donné, en France, ce qu'on appelle un souverainiste, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait que la France quitte l'Union européenne. Il dit dans sa biographie: je m'encarte au ciel, SIEL, je ne savais pas c'était quoi, petit parti libéral et souverainiste, prônant l'union des droites. Et là, il dit finalement: je m'aperçois que c'est un peu une espèce de vassal du Front National, fait que je débarque de là. Et là, il dit ensuite: j'étais attiré par la personnalité de François Fillon et la perspective de voir le principal parti de droite devenir un parti conservateur sur le modèle britannique. Je rejoins l'UMP, qui est maintenant aujourd'hui les Républicains, avant de devenir responsable réseaux sociaux de la campagne de l'ancien premier ministre dans le Haut-Rhin, de février 2016 à la présidentielle. Il dit: la liberté est au cœur de ma réflexion. Je prône la décentralisation. Il a auto-édité maintenant 3 essais. Personnage que je ne connaissais pas, à mon avis, mérite, auquel on devrait donner de l'attention. Il a écrit, entre autres, un petit bouquin que j'ai commencé à lire qui s'appelle « Une certaine idée de l'État ». Et ça est paru il y a quelques années, en 2017. Et en fait, ça parle de la place du libéralisme en France, entre autres sous l'époque de Charles de Gaulle. Et on explique que même si de Gaulle était lui-même un antilibéral, il y avait à ses côtés un bonhomme qui s'appelait Jacques Rueff. Donc, Jacques Rueff, c'est qui? C'est un économiste de tendance, je dirais, hayekienne, ou je ne sais pas exactement comment on peut utiliser ce qualificatif-là, mais c'est un proche de Gaulle qui l'a aidé à mettre en place des réformes économiques. Il avait déjà été ministre, je crois, à l'époque de Poincaré, mais dans les années 20. Mais il a été, tu vois, sur sa fiche Wikipédia, on dit proche des idées de l'école autrichienne. Il s'oppose fermement aux idées keynésiennes qui sont remis en cause avec la crise et la stagflation des années 70. Il va se joindre aussi à quelque chose dont on avait déjà parlé, qui est la Société du Mont-Pèlerin. Donc, c'est quoi la Société du Mont-Pèlerin? C'est une espèce de think tank qui était composé d'économistes. Entre autres, il y avait Hayek là-dedans, Karl Popper, Ludwig von Mises, Milton Friedman aussi, qui en a été membre. Donc, c'est quand même un regroupement intellectuel assez intéressant là, où il y avait 3 courants différents qui étaient représentés, si on veut, c'est-à-dire l'école de Chicago via Friedman et d'autres, et l'école autrichienne via Karl Menger, entre autres, puis Hayek. Il y a aussi une 3e voie là, qui est ce qu'on appelle l'ordo-libéralisme, c'est-à-dire je suis pas très familier avec cette théorie-là. Je vous dirais, mais de ce que j'en comprends, c'est une théorie ou une approche qui axait beaucoup sur la concurrence. Donc, dans le fond, la concurrence libre des entreprises. C'est une théorie qui est née, je pense, en Allemagne dans les années 30. Donc, Rueff a été impliqué avec De Gaulle. Et ce qui est intéressant, entre autres, c'est qu'il a écrit toutes sortes de trucs. Quelqu'un qui était quand même assez précurseur. Je pense qu'il a écrit en 1963 un livre qui s'appelle « L'âge de l'inflation ».
Et entre autres, c'est quelqu'un qui était assez vocal durant ce qu'on a appelé les accords de Bretton Woods, c'est-à-dire la fin de l'étalon or, etc. Donc, il a été assez actif au niveau de ce débat-là. Membre de l'Académie française, bref, Académie royale des sciences, Société d'économétrie. Donc, ça a été. C'est pas un 2 de pique, là, ce personnage-là. Et qu'est-ce qui a attiré mon attention, c'est le texte de Frickert souligne une réflexion, en tout cas une question que je trouvais intéressante. Puis ça va sûrement vous allumer des souvenirs ou vous faire rappeler certaines choses. C'est-à-dire qu'une des choses qu'à mon avis, ou en fait que j'ai presque toujours pensé qui était une des choses réelles qu'on pouvait reprocher au système dans lequel on vit. Donc, il y a plein d'affaires là, qu'on dit que c'est de la bullshit. Là, le néolibéralisme, je sais pas moi, l'obsolescence programmée, toutes sortes de trucs-là, toutes sortes de choses-là, le capitalisme sauvage, c'est des espèces de slogans avec pas trop de fondement. Par contre, une des choses qui m'a toujours semblé une critique honnête du système libéral ou capitaliste dans lequel on vit, c'est qu'il aboutit à une espèce de société de consommation où l'aspect matériel devient extrêmement important au détriment de l'aspect spirituel ou, disons, les valeurs ou encore tout ce qui est de l'ordre du... Comment je pourrais dire ça? En fait, c'est la matière qui gagne sur l'esprit, si on peut dire. Donc, l'idée un peu, là, tout le monde connaît les clichés, le voisin gonflable, je veux avoir un barbecue plus gros que celui du voisin, etc. J'ai toujours trouvé un peu que c'était simplet comme critique qui était faite, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait un fond de réalité là-dedans. Je me suis toujours dit, c'est vrai qu'on vit dans une espèce de système où quand même, tu sais, je voyais ça comme l'effet pervers, mais le dommage collatéral d'un système qui est plus souhaitable que les autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de société de consommation dans un monde pauvre, évidemment. Si vous vivez dans un système communiste où tout le monde crève la dalle, vous ne pouvez pas avoir des gens qui font des emplettes au centre d'achat et qui ressortent avec 5, 6, 7 sacs simplement parce que leur truc n'est plus à la mode, puis ils suivent de la publicité, puis ils consomment des trucs inutiles. Bon. Je me suis toujours dit, on vit quand même dans le moins pire des systèmes, pour paraphraser Churchill. Et ça, c'en est un peu la conséquence. La richesse, le confort matériel nous amène à vivre dans un monde, à adopter des comportements qui favorisent beaucoup la superficialité, la matérialité, consommer des objets rapidement, s'en débarrasser. Une certaine superficialité aussi, j'ai envie de dire, qui est garantie par le confort. Bref, j'ai un peu toujours, sans trop y réfléchir, souscrit à cette idée-là. Et le texte que j'ai lu de Frickert me fait réfléchir à ça. Puis ma réflexion n'est pas terminée, mais je vous dis un peu ce que lui raconte, puis vous ferez votre propre idée. En fait, la thèse de son texte qui est paru dans Contrepoint, mais aussi sur son blog, c'est de dire que l'incitation à la consommation, le fait de dire on vit dans une société de consommation où tu es incité à toujours acheter, à toujours consommer, acheter les trucs, à en prendre d'autres, c'est ce qui est dénoncé par les gens de gauche depuis toujours. Là. Ah, société du spectacle, société de consommation. En fait, sa thèse, c'est qu'elle ne peut être le fait que d'une politique étatique ou d'un travail de longue haleine, je le cite, mené par un consortium de grandes entreprises avec le concours de la puissance publique. Et là, je vais venir un peu plus loin à ce que ça veut dire. Il dit, moi-même, je me promenais un moment donné, puis il dit, je vois un tag sur un mur, un graffiti qui dit « Travail, emprunte, consomme et crève ». Il dit là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, le système capitaliste, la base de ça, c'est consomme, achète, emprunte, puis éventuellement, croule sous les dettes. Là, il dit, ça me faisait réfléchir un peu ce que je suis en train de vous raconter. Il dit, je sais pas trop comment prendre ça.
qu'est-ce que ça veut dire, puis pourquoi ce serait plus pertinent d'associer ces termes-là ensemble. Puis là, il dit, ça me hantait un peu. Puis là, il dit, j'essayais de comprendre comment le système capitaliste a pu faire naître cette affaire-là. Parce que lui ici est un peu comme moi, il se disait, ben forcément, c'est une des critiques qu'on peut faire à ce système-là, c'est l'émergence de cette espèce de société de consommation-là, ou même dans nos relations interpersonnelles. Avant, les gens se mettaient ensemble, ils restaient en couple pendant des décennies, puis voire toute leur vie. Aujourd'hui, j'avais une fréquentation, ça a duré 2 semaines, après ça, je suis parti avec un autre. Hop, j'ai fait un enfant, une fille, mais l'enfant a 3 mois, finalement, on va se séparer. Ça rentre un peu dans l'espèce de côté éphémère de tout ça. Et c'est quoi, en gros, la société de consommation? Parce que c'est directement relié à ça, un peu, à chaque fois que c'est dénoncé. C'est un ordre social, c'est-à-dire un mode de fonctionnement de la société qui a été défini par les penseurs antilibéraux des années 70. Entre autres, le plus connu, c'est Jean Baudrillard, qui a écrit un livre du même titre. Que ça. Là, en fait, je pense que c'est à lui qu'on doit cette expression-là, la société de consommation. Il a publié ça en 1970. C'était qui Jean Baudrillard? C'est un philosophe français né dans les années 20, donc en juillet 1929. Il est mort en 2007, donc quand même assez âgé. Et lui, il disait cette société de consommation est fondée sur la stimulation permanente et abondante de l'acte d'achat de biens inutiles et éphémères. Donc, la société de consommation, elle n'existe pas d'elle-même. C'est un peu ce qu'il dit, lui, c'est un peu ce que Baudrillard dit aussi. Cette société serait fondée sur la stimulation permanente et abondante de l'acte d'achat de biens inutiles et éphémères. Un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur, une nouvelle console, un nouveau micro, un nouveau pick-up, un nouveau skidoo. Et la thèse de Frickert, que je trouve intéressante, c'est que en fait, cette société-là de consommation est le produit des politiques économiques keynésiennes, c'est-à-dire d'un courant de gauche très présent. Et lui, il dit, une preuve un peu de ça, c'est que l'émergence de ce qu'on appelle la société de consommation, elle arrive de manière concomitante avec l'application de ces politiques-là. Donc, l'espèce d'idée que l'État-providence, l'État qui intervient dans l'économie, l'État qui est très présent, qui détient des actions dans des entreprises et qui est là avec des politiques de relance. Donc, les politiques de relance, c'est on annonce un nouveau programme de 500 millions pour telle affaire. On annonce une nouvelle affaire de tant de millions pour telle autre affaire. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, on pointe du doigt toujours le capitalisme libéral dans cette espèce de démagogie-là comme étant le parent, si on veut, qui a engendré la société de consommation. Mais en fait, la société de consommation, si tant est qu'une telle chose existe, elle est davantage le produit de l'interventionnisme que le contraire. Pourquoi? Parce que la société de consommation, c'est aux antipodes des idées libérales. Tu sais, quand tu penses au capitalisme, là, puis tu parles avec quelqu'un de gauche, là, il va toujours t'arriver avec l'histoire d'une grosse compagnie, là, Monsanto, je ne sais pas trop, que c'est toujours un peu une version un peu parodique qui représente la mondialisation, la globalisation. Et très peu de gens vont vous dire, en réalité, le capitalisme, c'est un système qui est fondé sur la propriété privée. Les marxistes, oui, ils vont en parler, mais les gens vont souvent penser tout de suite aux grandes entreprises, telle affaire, telle affaire. Et là, si vous parlez avec quelqu'un qui est plus un militant engagé, lui, il va vous dire, il va lier ensemble des notions assez diverses et assez confuses comme le capitalisme, c'est l'obsolescence programmée, c'est la société de consommation, c'est le consumérisme, etc. Et ce que Frickert dit, c'est que ces caractéristiques-là, l'idée qu'on stimule la demande des gens par des politiques monétaires laxistes ou encore par des programmes économiques, etc. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, le crony capitalism. C'est pas une société libérale. Parce que le libéralisme, c'est quoi? On reprend la définition qu'il y a dans le dictionnaire.
doctrine économique qui privilégie l'individu et sa liberté, ainsi que le libre jeu des actions individuelles conduisant à l'intérêt général. Donc, évidemment, le libéralisme, ce n'est pas une doctrine unifiée, tout le monde comprend ça, mais il y a quand même plusieurs critères sur lesquels un peu tous les penseurs s'entendent. Donc, premièrement, l'état de droit, ou the rule of law, comme dirait Hayek. Le droit de propriété. Ça, c'est ce que Friedman disait, c'est la base même du système. Et il y a aussi la liberté contractuelle et la liberté des prix. Sauf que si on se ramène à Baudrillard, qu'est-ce qu'il disait? Il disait la principale caractéristique de la société de consommation est l'incitation à consommer des biens moins chers et plus accessibles. Bien, l'idée d'incitation, là, c'est contraire au libéralisme. Le libéralisme, c'est le libre choix. Si je ne te laisse pas choisir, je te dis, ben écoute, voici 200$ comme subvention pour aller acheter tel truc, c'est pas un libre choix, ça. J'ai influencé ton choix par des incitatifs. Donc, inciter des gens. Tu sais, prenez des exemples concrets. Là. Le gouvernement du Québec annonce une subvention de 500$ pour prendre l'avion, pour aller visiter les régions du Québec. Fait que finalement, le billet d'avion, il va vous coûter à peu près 500$, puis le reste, c'est le gouvernement qui le paye. Ben, en réalité, c'est pas un choix libre. Ben oui, c'est un choix libre, dans le sens que personne qui a eu un gun sur la tempe pour aller prendre un billet d'avion. Mais c'est pas un choix 100% libre. Il n'y a pas de liberté là-dedans. Là. Parce que si c'était libre, les gens paieraient le juste prix de ce que ça vaut prendre l'avion. Même chose pour le transport en commun. Si le transport en commun, mettons, était libre, était dans un système libéral, le transport en commun, tu le payes. Tu veux prendre l'autobus, bon, ben, ça coûte 10$. Mais là, bon, OK, le gouvernement subventionne tel secteur, donc en réalité, tu ne payes pas le prix. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une incitation à prendre le transport en commun, c'est une incitation à prendre l'avion pour te rendre à telle place. Donc, il y a dans cette manière de fonctionner-là qui se ramène toujours à de l'intervention gouvernementale, quelque chose qui n'a rien de libéral. Il n'y a rien de libéral là-dedans. Donc, l'idée même de liberté contractuelle, qui est un des fondements du libéralisme, bien, ça nie purement et simplement l'idée d'inciter les gens à consommer. Les individus peuvent contracter ou pas, selon leur intérêt, des échanges. Bon, moi, j'ai de l'argent, j'ai besoin de tel objet. Est-ce que quelqu'un veut mon argent en échange de l'objet? Mais si j'ai pas d'argent, il y a quelqu'un qui me dit non, mais finalement, c'est gratuit, il y a un programme gouvernemental ou c'est déductible de telle affaire. Mais là, en réalité, je ne suis plus dans une liberté pure contractuelle. Je suis incité à consommer l'objet. Même affaire avec la liberté des prix. La liberté de prix, c'est totalement contraire à l'idée de coûts plus bas pour rendre plus accessible des biens. Le mécanisme des prix, là, ça fonctionne avec l'offre et la demande. Ça ne fonctionne pas avec la volonté de faire consommer des gens. Là. Vous comprenez? Là? L'offre, il est supposé d'aller en fonction de la demande. C'est pas on fait en sorte de créer la demande en taponnant l'offre. Là. Ça peut fonctionner, ce genre de stratégie-là, mais ce n'est pas ce qu'on appelle du libéralisme. Donc, si la société de consommation, on avait à la rapprocher d'un système, ce serait plus, je ne dirais pas que c'est une forme de socialisme, mais je dirais que c'est une forme de capitalisme de connivence. Pourquoi? Parce que c'est un... Puis c'est quoi le capitalisme de connivence? C'est un système économique qui est fondé sur la collusion entre le gouvernement, l'État et le patronat, les grandes entreprises. C'est ça le capitalisme, certaines grandes entreprises. Et en général, quand les gens de gauche parlent du capitalisme, c'est de ça qu'ils parlent. Ils parlent des cronies. Ils ne parlent jamais de liberté économique, de liberté de propriété privée,
de principe de non-agression et fondement de la pensée libertarienne, ce genre de choses-là. Ce qu'ils vont te parler, en général, c'est « Ouais, mais les grandes entreprises qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils ont des amis au gouvernement, puis là, ils ont des subventions, puis c'est ci, puis c'est ça. » Ben ça, c'est ce que vous dénoncez, c'est le capitalisme de connivence. C'est pas la société c'est pas le modèle libéral. Là. Donc, comment ça se manifeste, ça? Ben, ça se manifeste par des privilèges, des genres de soutien mutuel entre les grandes entreprises et des hommes politiques. Bon, moi, je vais aller être lobbyiste pour toi, puis après ça, je vais me présenter pour tel parti. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à la corruption. Mais si on se ramène encore à Baudrillard, il écrit dans son bouquin que la société de consommation, dans cette société-là, l'État est en soutien de l'activité économique et procède à des politiques de redistribution afin de permettre aux individus d'avoir les moyens d'acheter les produits. Ça, c'est Baudrillard qui dit ça là-dedans. Lui, il est sûr qu'il s'en prend au capitalisme là-dedans. Mais en fait, c'est à quoi qu'il s'en prend? C'est qu'est-ce que décrivent les antilibéraux de gauche là-dedans. En fait, on ne comprend pas pourquoi ils se définissent comme antilibéral, parce qu'en fait, ils dénoncent un système qui est antilibéral. C'est-à-dire, c'est quoi ce système-là? C'est l'État, qui est une espèce de grand Manitou dans l'économie. Lui, il arrive puis il prend de l'argent via les impôts, via les taxes. Et qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là? Il s'amuse à shaper le comportement des individus. Bon, on fait des politiques de redistribution. Vous avez le droit à telle somme pour telle affaire. Vous avez le droit à tel crédit d'impôt. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On essaie de permettre aux individus d'avoir les moyens d'acheter des patentes. C'est ça, en gros, qu'on fait. Donc, l'incitation à la consommation à grande échelle, ça ne peut pas se faire dans un modèle libre où chaque individu fait ses choix en fonction de ses besoins et de ses capacités. Mais non. Ça doit forcément se faire soit par une politique étatique, c'est-à-dire un gouvernement qui intervient et qui fait un peu ce que la CAQ fait. Là. 500$ pour telle affaire, un autre crédit pour telle affaire. Si vous allez 3 jours à Charlevoix, vous allez avoir un rabais du gouvernement pour telle affaire sur une chambre d'hôtel. Ça, c'est shaper le comportement des gens. C'est de l'incitation à quoi? C'est de l'incitation au tourisme, c'est de l'incitation à prendre l'avion pour telle affaire, c'est de l'incitation à aller visiter des musées. Donc, c'est quoi? C'est de l'incitation à la consommation. Ça peut vous paraître plus noble parce que, bon, les exemples qu'on donne sont, aller voir un musée, c'est quand même mieux que s'acheter un gros barbecue. Hein? Ben oui, mais ça procède de la même logique, pareil. Ça procède exactement de la même logique. Donc, soit ça se fait par le biais d'une politique étatique. Puis là, c'est pas forcément 100% l'intervention de l'État direct, mais ça peut être aussi par des politiques monétaires. C'est-à-dire faciliter, puis ça, c'est des affaires que tout le monde trouve que c'est bien correct, là, mais faciliter l'accès au crédit pour des gens qui ont moins d'argent, c'est une manière d'inciter à la consommation. Dans une société libre, si vous n'êtes pas solvable, vous n'êtes pas solvable. Il n'y a pas l'État qui arrive avec ses mamelles en arrière pour vous permettre de vous abreuver au bon lait de Mastercard et de Visa. Donc, ça aussi, c'en est des manières. Les bas taux d'intérêt pour acquérir des propriétés, ce genre de trucs-là, c'est des incitations à la consommation. En fait, qu'est-ce qui a boosté la demande immobilière au Canada? Ben, c'est les taux très bas. En partie, en tout cas. Donc, l'intervention de l'État, mais ça peut être aussi l'intervention de consortiums de grandes entreprises qui ne peuvent faire ça que par la collusion et la proximité avec le pouvoir public. C'est impossible sans ça. Donc, le principal acteur de la société de consommation, c'est qui? C'est l'État qui incite lui-même à consommer ou qui permet à d'autres de le faire, de vous inciter à le faire. Donc, c'est pour ça que la société de consommation, telle que décrite par Baudrillard, elle émerge à peu près au même moment où on applique des politiques keynésiennes. C'est drôle, le pire là-dedans, c'est que ces politiques-là ont enfanté la société de consommation que les gens libéraux keynésiens fustigent, qui viennent dire « c'est dégueulasse ». C'est ça, c'est le capitalisme libéral. On sait bien produire pour toujours plus consommer, pour toujours plus avoir. Ouais, mais c'est vous qui avez créé ce truc-là.
Une société de consommation, c'est une société où il y a un goût prononcé pour le matérialisme. Pourtant, puis là, c'est là que c'est drôle, c'est que les gens vont confondre libéralisme et matérialisme. Donc, dans une société de consommation, la consommation est vue comme une fin en soi et l'État, là-dedans, joue un rôle primordial. Le rôle de l'État, c'est de préserver, ou en tout cas d'encourager chez les individus leur politique, leur capacité à consommer. Or, dans une société libérale, si quelqu'un n'a pas les moyens de consommer, il n'a pas les moyens de consommer des biens. Moi, je n'ai pas intérêt à payer pour ce que quelqu'un d'autre aille s'acheter des cochonneries dans une quincaillerie. C'est pas à moi. Là. Puis là-dedans arrive toute l'histoire des politiques de relance économique. C'est-à-dire que dans la logique keynésienne, l'ennemi, c'est l'épargne. Je pense même qu'il y avait une formulation, il appelait ça, il dit il faut euthanasier la rente. Et comment on fait pour faire ça? Ben, on fait ça par de l'argent à faible taux. Donc là, si tu peux emprunter de l'argent à faible taux, tu serais mieux de le dépenser plutôt que de l'épargner parce que ça ne sert à rien d'épargner ton argent. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça a un effet multiplicateur, puis avec toutes les conséquences qu'on connaît, dont l'inflation. Je pense que c'est assez d'actualité. Hein. L'argent à faible taux, qu'est-ce que ça fait? Ça amène forcément, tôt ou tard, l'inflation. Ça, c'est ça que les monétaristes ont combattu d'une certaine manière. L'école autrichienne, l'école de Chicago. La politique de relance qui sont prônées par ces gens-là, ben, c'est fortement des politiques d'incitation à la consommation. Par l'État ou par les banques centrales. Comment? Ben, en arrosant le marché de liquidité à beaucoup. Hey, ça ne vous rappelle pas ce qu'on a vécu? Là? Dans une société libérale, là, arrive une pandémie. On ne met pas personne en confinement, ou en tout cas de manière très ponctuelle. Et il n'y a pas de 2 ans à enfermer, à rien faire. Là. Mais mettons que ça arrive. Là. Dans une société libérale, il n'y a pas des milliards qui sont imprimés pour aller garrocher ça au monde, pour les inciter à acheter dans les restaurants. Puis il n'y a pas de programme de gouvernement pour dire, regarde, ça serait le temps là, cet été d'aller visiter nos belles régions, puis ce genre de choses-là. Là. Donc la société de consommation, là, telle que décriée par Baudrillard, puis par d'autres, là, en fait à peu près par tout le monde qui se dit de gauche, elle a besoin du soutien de l'État à l'activité économique. Elle a besoin des mécanismes de redistribution. Ben oui, parce que s'il y a des gens pauvres qui n'ont pas d'argent, comment font-ils pour consommer? Ben, ils ne peuvent pas consommer. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un État avec des paliers d'impôts progressifs qui va prendre l'argent à ceux qui en ont pour le donner à ceux qui n'en ont pas. Pourquoi? Pour qu'ils consomment. Donc, en fait, Baudrillard, ce qu'il dit, c'est que la hausse du pouvoir d'achat et le soutien de l'activité économique par les politiques publiques vont ensemble. Donc, pourquoi lui, il arrive et dit « Ah, le capitalisme, le libéralisme sont des plaies. » Puis lui-même est un anti-libéral. Oui, mais il n'y a pas de libéralisme dans ce que tu dénonces. En fait, ce que tu dénonces, c'est l'État-providence. C'est l'État-providence. Système fondé sur l'abondance puis l'incitation à l'achat de biens, éventuellement toujours plus inutiles et de moins bonne qualité. Puis ça, ben, c'est possible par l'intervention de l'État dans l'économie.